Bonjour et bienvenue dans le podcast Sensibilité plurielle. L'enregistrement de cet épisode intervient dans le cadre de la quinzaine de la sensibilité organisée par l'Observatoire de la sensibilité. Donc je me présente, je suis Marie Sadou et j'accompagne les femmes salariées hautement sensibles qui se retrouvent souvent épuisées dans leur carrière et qui ont suivi des opportunités professionnelles sans trop se poser de questions. Et elles arrivent à un moment donné où elles commencent à se demander où elles veulent réellement aller. Et donc je les aide à ce moment-là à trouver une direction qui ait du sens, à choisir une vie professionnelle en accord avec leurs besoins et leurs valeurs. Bonjour, je suis Gwenaëlle de Rouvroy. Je suis sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel et émotionnel. J'ai été formée par Fabrice Michaud, expert en douance, au mode de fonctionnement atypique des personnes HPI, HPE. J'ai également suivi la formation de l'Observatoire de la sensibilité sur les caractéristiques spécifiques de ces personnes hautement sensibles. Et je propose à ce titre des bilans douance et hypersensibilité en cabinet et en visio. Au quotidien, j'accompagne des enfants, des adolescents, des adultes, afin qu'ils se comprennent, qu'ils retrouvent leur équilibre émotionnel et l'envie de se projeter dans leur existence. Nous vous proposons aujourd'hui d'échanger librement toutes les deux, Marie et moi, sur le sujet du coaching des personnes salariées et hypersensibles. Et pour cela, Marie, je vais te proposer de présenter justement cette activité qui est tienne, du coaching des personnes dites hypersensibles dans le monde du travail. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voie-là, on va dire ça comme ça, en tout cas ce domaine d'accompagnement, parce que moi je sors de 12 ans de salariat dans un grand groupe du CAC 40 et du coup en fait j'ai cheminé dans ce grand groupe moi-même étant hypersensible. Et donc rapidement sur des postes de référente, puis sur du management. Ce que j'ai adoré notamment dans mes dernières années de management, c'était vraiment l'accompagnement de personnes. Et dans une équipe, on va avoir des personnes hypersensibles, HPI, t'en as parlé aussi, TSA, du trouble du spectre de l'autisme, et puis il y a des personnes qui n'ont absolument rien de tout ça, mais qui sont bien ou pas aussi dans leur poste. Et donc vraiment, moi, ce qui m'a plu, c'était vraiment de pouvoir accompagner des personnes dans leur intégralité, et surtout dans leur individualité, si je peux dire. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est de se dire que chaque individu ne réagit pas de la même façon, a des besoins très différents, et donc il faut qu'on s'adapte. Enfin, le manager, pour moi, c'est comme ça que ça se passe, et les collègues peuvent aussi faire partie de cette équipe-là, hein, bien sûr, mais c'est de se dire, il faut s'adapter à la personne qu'on a en face. Et moi, j'ai vu aussi autour de moi, et pour l'avoir vécu, des moments de grande fatigue, parce que l'hypersensibilité va apporter des fois beaucoup de pression, beaucoup de stress. Voilà, il y a beaucoup de ressentis des fois, positifs ou négatifs. Hein, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être aussi quand on a fait un projet top et qu'on arrive au bout, on est super content d'être sur la ligne d'arrivée, mais c'est pour autant très prenant. Et donc, cette fatigue, moi, pour ma part en tout cas, s'est installé à un moment donné jusqu'à frôler l'épuisement. Et ça, je l'ai vu aussi chez des collègues, chez des personnes dans le monde du salariat, où finalement, si personne ne s'en soucie et vient mettre le doigt à un moment donné dessus, on peut très vite partir dans l'engrenage de l'épuisement. Et ça, c'est hyper délicat, parce qu'une fois qu'on est parti là-dedans, remonter peut être assez difficile. Donc c'est pour ça que j'ai choisi vraiment cette partie-là. Et puis le deuxième volet, c'est vraiment les opportunités. C'est-à-dire que j'ai vécu ma vie professionnelle, j'ai été bonne élève à l'école. Alors j'ai changé d'orientation à un moment donné parce que malgré tout, il a fallu quand même des petites bifurcations. Tout n'était pas complètement linéaire parce que je voulais être prof des écoles à la base. Donc quand même avec ce côté aussi transmission, accompagnement qui me tient en fait depuis que je suis petite. Ça fait partie de mes valeurs. J'ai bifurqué à un moment donné pour diverses raisons. Je suis partie dans tout ce qui est informatique. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis passée sur du projet, du management, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil de ma carrière, c'était les personnes qui venaient à moi et qui me disaient, mais Marie, tiens, ça fait 2-3 ans que t'es sur ce poste-là. Bon, ce que tu fais, ça nous convient parfaitement, mais est-ce que tu t'irais pas là parce que moi je t'y verrais bien. Et puis du coup, je me disais, si les gens m'y voient, moi je m'y vois pas forcément. Mais finalement, oui, pourquoi pas, si eux m'y voient, c'est que ils doivent voir quelque chose. Donc, et puis de toute façon, ça coûte rien de tenter. Bon, voilà, hormis
un peu d'inconfort, mais bon, on s'adapte finalement. Et je me suis toujours adaptée. Donc même dans des situations inconfortables, on s'adapte et puis on avance. Et donc voilà. Et donc en fait, j'ai pris ces deux grands volets finalement qui ont fait partie de ma vie, mais je suis pas la seule à avoir vécu ce type de mécanisme, on va dire ça comme ça. Donc c'est à la fois le côté je tire sur la corde tout du long parce qu'il faut que j'arrive à travailler comme il faut. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de faire les choses comme il faut. Donc la fatigue s'installe. Et puis plus on est performant, plus on nous en demande. Donc voilà, on tire encore plus sur la corde jusqu'à potentiellement un décrochage, ce que je ne souhaite à personne. Et puis de l'autre côté, ces opportunités qui font que on se pose pas suffisamment de questions. Et puis finalement, on peut avoir tendance à se laisser porter comme ça dans le temps par ce que les autres pensent là où on serait bien. Et donc il arrive à un moment donné où on se dit mais est-ce que là où je suis c'est réellement là où je devrais être entre guillemets, est-ce que c'est vraiment là que je m'épanouis pleinement? Sur certains volets oui, sur d'autres peut-être moins. Et donc voilà, souvent les questions arrivent là et moi c'est pour ça que j'ai à cœur d'accompagner ces personnes qui seraient dans ce même cas de figure ou avec des histoires différentes hein, bien évidemment, mais en tout cas qui se retrouvent dans ce moment clé de se dire là il faut faire quelque chose. Donc, à l'écoute de tout ce que tu viens de m'expliquer, est-ce que tu aurais souhaité, est-ce que tu aurais voulu, est-ce que tu aurais aimé justement être accompagné dans ces moments importants de ta carrière où on te faisait des propositions que parce que tu es connecté de cette façon-là, tu vas accepter parce que c'est un challenge, parce que ça te plaît, parce que tu sors de la routine, parce que tu sais que tu en as au plus profond les capacités, la force, l'envie et l'énergie. Mais est-ce que justement tu aurais apprécié qu'on te propose d'être accompagné dans ces transitions en fait, que ce soit d'un poste à un autre ou même dans des transitions de responsabilité? Alors je pense que oui. Au début, je t'aurais dit non, pour être totalement honnête, parce qu'il y a ce côté aussi, j'ai envie de le faire par moi-même et de me le prouver à moi-même aussi. Tu vois, il y a beaucoup ce côté-là au début. Et en fait, alors, c'est un non pas complètement franc parce que j'ai mis du temps avant de comprendre qu'il fallait que je me fasse accompagner, parce que j'ai fini par me faire accompagner. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai eu des changements de poste dans le passé? J'en ai parlé avec mon conjoint, j'en ai parlé avec des proches. Et donc, en fait, malgré tout, voilà, quand tu fais ce genre de cheminement, t'es pas complètement seul. Mais là où finalement ça va trouver ses limites, c'est que ces personnes-là, elles te connaissent et donc on est sur des avis qui sont biaisés. Et donc c'est pour ça que quand vraiment le vase était un peu trop plein et que je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment là que je dois être et que là je me suis dit non, là il faut que je trouve quelqu'un qui a une vision complètement neutre, qui connaît pas mon histoire, qui ne m'orientera pas forcément dans un biais ou un autre parce qu'elle ne sait pas que ça c'est bon pour moi, parce que elle n'a pas envie que j'aille là en fait, hein, tout simplement, hein, c'est ça. Et donc je trouve que l'accompagnement est complètement différent et très complémentaire, mais il y a un moment donné on le sent en fait quand on a besoin de se faire aider par quelqu'un d'extérieur, voilà. Et du coup, c'est ce que tu proposes aujourd'hui. Oui, exactement. Toute cette expérience en fait que tu as acquise t'a permis de faire ces propositions-là. C'est ça. Ça fait quelques années que j'ai mis le pied dans l'introspection. Voilà, donc la connaissance de soi, pourquoi est-ce qu'on est comme ça, pourquoi on réagit comme ça, comment on est avec les autres et tout ça. Et ça, en fait, c'est un ancien manager que j'ai eu il y a quelques années qui avait vu un peu de potentiel, je pense, en moi et qui m'avait dit non mais Marie, il faut que tu passes que tu franchisses certains seuils. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au développement personnel, parce qu'avant, c'était ce que je te disais, c'est-à-dire que je me laissais porter par les gens me disent qu'ils me verraient bien là, bon je leur fais confiance, je vais les croire, parce que moi j'y croyais pas en moi en fait, tout simplement. Et en fait, ce côté d'introspection, je le mets en fait dans ce que je propose à mes clientes pour l'accompagnement. On part en fait de là, on part de leur histoire, on part de leur expérience. On part aussi de là où elles veulent aller, parce que si on ne sait pas où on veut aller, voilà. Alors, elles arrivent pas au début en me disant, moi, dans 2 ans, je veux être chef de projet ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça. Mais c'est de se dire, à la fin de notre accompagnement ensemble, parce que pour moi, on travaille main dans la main, côte à côte, il n'y a pas d'histoire de hiérarchie ou quoi que ce soit, je veux avoir retrouvé de la clarté dans mes pensées, je veux avoir une vie professionnelle et une cible qui soit définie. Après, le chemin, il va se tracer.
Marie, je t'entends dire, tu dis elle, tu accompagnes elle. Oui. Est-ce que tu t'es spécialisée dans l'accompagnement des femmes ou c'est parce que pour l'instant tu n'as accompagné que des femmes? Alors, j'ai pas accompagné que des femmes parce que pour le coup, en fait, je pars même de mon expérience de manager où j'ai accompagné aussi du coup quelques hommes parce que je mettais un point d'honneur à avoir un accompagnement individualisé et tu vois quand j'ai fait la formation avec l'observateur de la sensibilité parce que j'ai choisi de me spécialiser dans l'hypersensibilité. Au début, je savais pas si je voulais faire les hommes, les femmes, peu importe, voilà. Et en fait, suite à cette formation, ça a mis en lumière des points, des caractéristiques, des traits de caractère, etc. chez certaines personnes avec qui j'avais de l'affinité ou des gens de mon équipe qui venaient beaucoup me voir et il s'est avéré qu'il y avait quelques hommes. Donc j'ai réussi à les accompagner du mieux que je pouvais, enfin je le pense et je l'espère. Mais par contre à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de me consacrer principalement aux femmes. Parce qu'en fait finalement c'est ce que je connais le mieux parce que le fonctionnement d'hypersensible entre les hommes et les femmes est quand même très différent. Moi étant dans la peau d'une femme, et ben pour moi en tout cas à l'heure actuelle ça me paraît beaucoup plus aisé en tout cas et beaucoup plus simple de me dire je les comprends mieux, voilà. D'accord, merci. Alors moi j'aimerais beaucoup que tu nous partages ta vision du coaching des hypersensibles, dans ce sens où, pour toi, contrairement au courant, au pluriel, au courant actuel, ce n'est pas une fatalité que d'être hypersensible, donc de devenir indépendant. Tu as une autre vision que je trouve vraiment intéressante. Pour toi, c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est concerné, qu'on est doué de très grande sensibilité, que forcément on ne s'épanouira dans le monde professionnel que grâce au statut d'indépendant. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr, oui. Alors, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, parce que voilà, j'ai pas fait d'études spécialement sur le sujet, mais en tout cas, je reste convaincue. Je l'avais même écrit l'autre fois, tu vois, sur mon compte Instagram, c'est que mon plus grand rêve, finalement, ce sont ces femmes salariées hypersensibles qui soient, alors épanouies, c'est un peu le mot à la mode, mais en tout cas qui se sentent alignées avec la bonne énergie pour accomplir un travail dans le salariat du coup qu'elles ont envie de faire et pour lequel elles s'investissent parce qu'elles ont réellement envie de le faire. Et ça voilà, ça c'est vraiment ce qui m'anime et c'est mon rêve le plus profond, on va dire ça comme ça. Alors, je suis peut-être le contre-exemple parce que tu vois, tu me dis tu vas accompagner les femmes salariées et pour autant, tu vois, moi je me suis mise à mon compte alors très récemment. Eh bien oui, pour autant, j'y crois aux femmes salariées hypersensibles en entreprise. Et tu vois, je suis même pas complètement fermée à retourner dans le salariat à un moment donné. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai bifurqué? Peut-être juste une parenthèse là-dessus parce que les gens vont se dire elle est gentille, elle nous parle des familles hypersensibles dans le monde du salariat et puis elle en est partie. Alors déjà d'une, j'en suis partie parce que donc moi j'ai fait un bilan de compétences pour faire un point sur ma vie à un moment donné parce que voilà, je me suis posé beaucoup de questions sur ma carrière, sur ma place à ce moment-là, etc. Donc c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Et puis il y a eu tout un tas d'autres facteurs plus personnels sur des crédits immobiliers, des choses comme ça, et une situation personnelle en fait qui a fait que je me suis dit bah là tout est un petit peu aligné pour que finalement je prenne cette opportunité et que là je choisisse cette opportunité. Tu vois, tout à l'heure je te disais c'était des opportunités plutôt apportées, et ben là je me la suis apportée l'opportunité. Je me suis dit ok, là tout est aligné finalement pour que tu puisses faire quelque chose que tu as envie, de la façon dont tu as envie de le faire, et c'est peut-être le moment de vraiment faire un grand changement et puis de tenter. Parce que j'avais besoin, je pense, tu vois, d'avoir ce changement un peu brutal peut-être, mais en tout cas c'était un grand changement. Si j'entends bien, c'est justement parce que tu avais fait tout ce travail en amont. Exactement. Tout ce travail que tu vas proposer aux personnes qui vont venir vers toi, parce que ce travail t'a permis d'avoir cette lucidité et de saisir au moment opportun là où les opportunités qui se présentaient à toi, exactement, que tu n'aurais peut-être pas forcément vues sans avoir fait ce travail. Tout à fait. Pour moi, il y a vraiment, c'est exactement ce que tu dis, il y a le travail sur soi,
mêlé au timing, parce que bien évidemment on fait pas n'importe quoi n'importe quand, tout simplement. Et donc en fait c'est tout ça qu'on travaille. Et bah oui, moi quand j'accompagne des personnes, on est aussi à regarder finalement le côté perso, parce qu'on ne peut pas délier la vie pro d'un côté, la vie perso de l'autre, puisque tout est entremêlé et qu'il y a des choses qu'on a envie de faire dans sa vie pro. Mais si on a aussi d'autres envies dans sa vie perso, il faut que tout ça vienne s'imbriquer. Et puis il y a le financier qui rentre là-dedans, on va pas se cacher. Et donc, si à un moment donné les finances le permettent pas, et ben peut-être qu'il faut faire 6 mois de plus de salariat en préparant son projet. Et moi, c'est en partie ce que j'avais fait, pour se dire, j'emmagasine un certain nombre d'argent. Voilà, mon compte bancaire, il a un certain niveau, et c'est à ce moment-là que je pourrais partir sereinement et puis démarrer une autre activité. Mais ça se vérifie aussi si on veut changer de poste. Je sais pas si à l'heure actuelle, il y a des femmes qui sont dans des grandes structures du CAC 40 qui voudraient partir en start-up. Donc on est toujours salarié, mais c'est un autre paradigme en fait. Mais c'est pareil, ça se prépare. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de prendre l'individu dans son intégralité. En fait, c'est considérer la personne dans tout ce qu'elle est, dans ce qu'elle est dans sa vie bien sûr professionnelle, mais aussi ce qu'elle est dans sa vie personnelle à l'instant T, avec ses problématiques, ses solutions, etc., etc. Et qui ne sera pas la même situation à l'instant T+1. Tout à fait. C'est une forme intégrative, en fait, une vision intégrative de l'accompagnement et du coaching. Je me permets aussi de revenir sur quelque chose qu'on a commencé à aborder un petit peu tout à l'heure te concernant, en parlant de ton propre cursus. C'est vrai que dans le monde de l'entreprise tel qu'il était, j'ai envie, moi, d'être pleine d'espoir et de me dire que l'entreprise est en mouvement et en mouvement positif justement vers cette vision de la personne de façon entière et voilà, dans son entièreté. Il y a encore pas si longtemps, on posait même pas la question quand on avait un poste à responsabilité de savoir si on allait le confier à une personne dont on avait capté sa haute sensibilité, parce qu'on se disait que justement cette haute sensibilité n'était pas compatible avec peut-être les responsabilités que ce poste nécessitait. J'aimerais beaucoup entendre ton point de vue là-dessus, parce que je sais que il n'est pas celui-ci, que toi, au contraire, tu penses que manager et être hypersensible, ce n'est pas incompatible. J'ose presque même dire au contraire. Oui, au contraire. contraire. Tu veux nous partager ton point de vue là-dessus? Oui, avec plaisir. Oui, je suis convaincue qu'on peut être un très bon manager hypersensible, homme ou femme d'ailleurs. Il y a pas de, pour le coup, il y a pas de distinction. Moi, je vais parler encore une fois de ce que je connais, donc la femme manager hypersensible que j'ai été quelques années. Je pense déjà que le poste m'avait été proposé parce qu'encore une fois, opportunité, je reviens toujours là-dessus, mais voilà, on est venu me chercher en fait pour ce poste, enfin pour me proposer ce poste-là en me disant, vu ton caractère, vu ta compétence, etc., on pense que tu serais bien à ce poste-là. Et souvent les gens qui disent ça, qui viennent vous chercher, c'est on pense que ça serait bien pour toi, mais on pense aussi que ça serait surtout bien pour les gens que tu vas manager, parce que on est bien d'accord que c'est souvent là qu'on regarde quand même. Et oui, moi j'en suis convaincue que être manager hypersensible, c'est possible. À certaines conditions, par contre, il faut bien se connaître. Ça, c'est une première chose. Il faut comprendre comment nous-mêmes on fonctionne pour pouvoir fonctionner de manière adéquate avec les autres. Moi, par exemple, je suis hypersensible, je suis également introvertie, donc j'ai un fort besoin de me recentrer sur moi pour récupérer de l'énergie. Et donc, le manager, par définition, à moins d'être dans sa grotte, le manager est obligé d'être en interaction avec les personnes de son équipe. Ça, c'est obligatoire. Par contre, on n'est pas obligé d'être en interaction 7 heures de la journée. Voilà. Donc moi, ce que j'avais fait, c'était que par exemple, je m'étais calé des plages horaires sur lesquelles je me bloquais. Déjà soit pour ne pas avoir de réunion avec d'autres équipes, des chefs de projet ou ce genre de choses. Et c'était aussi, par exemple, d'autres moments qui étaient vraiment dédiés à l'équipe. Et puis après, quand on est dans une équipe, on sait comment ça fonctionne. Donc si par exemple, il y a des moments dans la journée, par exemple quand on arrive le matin, c'est intéressant aussi pour la vie de l'équipe de prendre le café ensemble ou des choses comme ça. On sait que ces moments-là, on va devoir, entre guillemets, y participer parce que c'est pour le bien finalement de la communauté. Et si on veut faire vivre une équipe, et c'est quand même notre rôle de manager de faire vivre cette équipe, c'est important d'y aller. Donc je pense que c'est important de se connaître, d'avoir des petites astuces comme ça, de se dire
Je sais quand est-ce qu'il faut que là je sois présente pour l'équipe, je sais quand est-ce que j'ai besoin de moments pour moi. Le télétravail est arrivé. Alors au début, ça a été difficile pour moi parce que du coup, j'étais presque encore plus sollicitée parce que je passais ma journée au téléphone. Et donc pareil, à un moment donné, on s'adapte, mais il faut aussi s'adapter par rapport à soi. Donc c'est de se dire peut-être que là, je me prends des créneaux et puis je me dis là par contre non, je bosse à fond sur tel truc. Et puis je préviens mon équipe en disant là pendant 2 heures je serai pas dispo, donc sauf urgence, mais sinon voilà. Donc ça c'est des petites choses je pense hyper importantes à se mettre en place. Et après peut-être un autre volet c'est le lien, parce que là j'ai beaucoup parlé du manager en lui-même, le lien avec son équipe. Il va aussi y avoir le lien avec la hiérarchie. Et ça aussi c'est hyper important. Il faut choisir aussi son manager. Enfin, un manager, ça se choisit. Et ça, j'en ai beaucoup parlé aux gens de mon équipe qui, par exemple, voulaient changer d'équipe à un moment donné. On choisit pas juste un poste, on choisit aussi un manager, une hiérarchie, etc. Et pour moi, ça, c'est important. Ça, je l'ai compris tardivement. Alors, des fois, on le subit parce que, moi, j'étais dans un grand groupe. Très souvent, il y a des réorganisations. Donc, le manager que tu as à un instant T, c'est plus le manager que tu vas avoir peut-être 6 mois, 1 an après, parce que ça bouge et puis là, t'as pas choisi. Mais même si à un moment donné ça bouge et que t'as pas choisi, il faut mettre les choses au clair avec son manager hiérarchique aussi, de se dire qu'est-ce que tu attends de moi ? Moi je fonctionne comme ça. Et en fait voilà. Et donc quand on se dit les choses aussi et qu'on trouve des compromis. Moi je suis beaucoup dans le compromis, donc j'ai pas trop de problèmes en général avec ça. Mais dès qu'on se dit les choses et qu'on essaie d'être dans le compromis de manière assez intelligente, finalement ça fonctionne bien. Donc j'entends qu'il est fort important d'apprendre, et je pense qu'il faut l'apprendre, à s'écouter. Oui. Donc à écouter ses rythmes, ses biorhythmes, j'ai envie de dire, parce que tu as parlé d'énergie, hein, on a des up and down, non seulement dans la semaine, mais dans une même journée. On a des moments où on est up et d'autres on est down. Et dans ces moments down, on a une nécessité de récupérer. Et à ce moment-là, on va avoir des activités qui potentiellement vont être moins énergivores. Et puis apprendre à communiquer, c'est ce que j'entends aussi. C'est ça. Parce que il est vrai que quand on est hypersensible, on n'est pas forcément doué en communication. Non. En tout cas, on a l'impression de l'être. Et puis finalement, effectivement, d'expérience en expérience, on se rend compte qu'on peut être au contraire très 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 maladroite. Oui. Maladroite en communication, même si on veut toujours bien faire et que ça part toujours d'un bon sentiment et d'une bonne volonté, surtout dans le milieu de l'entreprise. Voilà. Et donc, j'entends aussi que ça fait partie de ton accompagnement, ça. Oui. Apprendre à s'écouter, à trouver ses biorhythmes, à se respecter. C'est ça. Et apprendre à communiquer, évidemment, et à trouver le bon compromis. Je me permets de revenir sur quelque chose que tu as dit. Donc, on t'a fait des propositions et en te disant, vu ton caractère. Alors, j'aime beaucoup ça. Pourquoi ? Parce que on s'imagine généralement que les personnes hypersensibles, pourquoi ? Parce que on confond la haute sensibilité et la sensiblerie. Or, on a compris que ce n'était pas du tout la même chose, et ce pourquoi l'Observatoire de la sensibilité œuvre, entre autres, c'est à faire connaître justement cette haute sensibilité. On est bien d'accord, Marie, arrête-moi si je me trompe, on peut être hautement sensible et faire du saut à l'élastique. On peut être hautement sensible et avoir un caractère plutôt masculin. Ce sont des traits de caractère qui peuvent être effectivement difficilement lisibles pour les personnes qui ne sont pas concernées, mais ce n'est pas parce qu'on est hautement sensible qu'on est dans la sensiblerie et que pour autant on va pas aimer piloter une voiture sur un circuit ou encore avoir une façon d'être, de penser qui soit plutôt à tendance masculine que féminine. Et d'ailleurs, non mais exactement, j'ai même un exemple dans mon équipe où il y avait des personnes qu'on pouvait qualifier de grande gueule entre guillemets, tu vois, donc des personnes qui vont avoir tendance à beaucoup s'exprimer, beaucoup donner leur point de vue, être même très tranchants sur leur façon de penser, et pour autant avec une grande sensibilité. Et donc voilà, il y a pas de règle, parce que encore une fois, hypersensible n'est pas pour moi un trait de caractère, parce qu'en fait on est chaque individu avec notre consistance, nos traits de caractère. L'hypersensibilité c'est quelque chose qui
même si c'est inné, mais c'est quelque chose alors qui vient par-dessus, c'est peut-être pas le bon terme, mais il faut composer avec tout ça en fait. L'hypersensibilité, c'est un plus, c'est quelque chose en plus. Oui, je suis d'accord avec toi de dire que dans le monde du travail, l'hypersensibilité, justement, ne doit plus être perçue comme une tare, comme un handicap, parce que ça n'en est pas un. Et que, au contraire, comme on le disait, quand on apprend à connaître l'hypersensibilité, la haute sensibilité, qu'on soit concerné ou pas, qu'on soit collaborateur, manager d'eux, eh bien, c'est au contraire une capacité, un outil, une valeur que l'on peut mettre au service de l'entreprise, Exactement. Au service de l'équipe, au service du manager, et non comme quelque chose qui serait handicapant et que l'on subit. Et tu vois, d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, Gwenaëlle, je vais donner un exemple. J'avais une femme hypersensible, enfin que je pense hypersensible, parce que on n'a pas fait de tests plus poussés ou autre. Mais tu vois, en discutant avec elle, quand même, j'ai senti certaines choses. Et ben, c'était quelqu'un qui, pour le coup, pouvait être perçu de l'extérieur comme prenant tout le stress sur elle tout le temps, du coup, étant toujours très fatiguée. Sujet du coup à des maux de dos, tu vois, toi ça va te parler, c'est qu'en sophro, voilà, le corps qui parle, et donc c'était tout le temps ça avec elle, donc j'ai essayé, tu vois, de l'emmener sur des terrains, de se dire, il faut que t'écoutes ton corps aussi, et tu vois, par exemple, là où il y a la hiérarchie, à certains moments, n'était pas forcément pour la mettre sur certains sujets, et moi je l'ai emmenée, au contraire, sur certains sujets, mais en sachant la protéger aussi, entre guillemets, tu vois, en se disant, ok, on va le faire, mais on va le faire adapté à toi, donc ça veut dire que tu prends ça, mais ça, tu le prends pas. Et ça, on le fera faire par quelqu'un d'autre. Et voilà. Et donc, il y a des choses comme ça, et finalement, ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien si on l'explique aussi aux collègues, au reste de l'équipe. Et c'est très bien perçu en général. De toutes les façons, si on part du principe qu'une entreprise est composée d'êtres différents, avec des capacités différentes, avec des qualités différentes, avec des compétences différentes, eh bien, ce que l'un va savoir faire, l'autre ne saura pas forcément, et inversement. Et c'est en ça qu'on se complète, et c'est en ça qu'on forme les 5 doigts d'une main. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de voir l'entreprise. C'est une union de compétences, de qualités, de savoir-faire, et plus, que l'on met justement ensemble, que l'on rassemble, que l'on met en cohérence, eh bien, au profit d'un projet, parce que ça peut aussi concerner un projet, au profit d'un projet, au profit d'un service, au profit d'une entreprise, d'une société. Bon, écoute, est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaites ajouter, Marie, sur justement ce superbe sujet de l'accompagnement de l'hypersensibilité au sein du monde du travail, donc qu'on soit salarié ou qu'on soit manager, hein. Peut-être juste un dernier point, c'est aussi savoir s'écouter. On en a parlé par rapport à la connaissance de soi, mais ce qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est tout ce qui va tourner autour de l'intuition, les valeurs que les personnes peuvent avoir, qui sont fondamentales pour, entre autres, les personnes hypersensibles, hein, pas que bien sûr, mais qui sont souvent très importantes pour nous. Et je voudrais dire que oui, l'intuition, il faut l'écouter, parce qu'en général, elle mène pas forcément toujours exactement au bon endroit, mais en tout cas, elle nous emmène sur le bon chemin. Et donc, le manager hypersensible, pour revenir aussi à ça, écoute ton intuition et en général, ça va le faire. Donc voilà. Et puis les valeurs. Alors c'est les valeurs, si on les connaît pas encore, ça c'est pareil, c'est des choses qui peuvent se travailler parce que les valeurs, ce sont des choses qui sont innées, donc qui vont forcément nous toucher. Mais c'est toujours bien d'avoir le nom de ces valeurs-là parce qu'après on peut mieux les détecter et mieux comprendre pourquoi on réagit de certaines façons ou pas, d'ailleurs des fois. Et ça peut nous aider aussi fortement dans notre vie professionnelle comme personnelle, bien sûr. Mais ça peut apporter un petit plus, de se dire, ok, là, ça, c'est vraiment important pour moi, ça, je peux pas faire l'impasse là-dessus. Et puis, je saurais expliquer. Je te rejoins parfaitement, puisque il y a une partie de cette méthode de sophrologie que j'adapte en entreprise qui parle précisément de ça, de se reconnecter à ses valeurs. Ces valeurs, c'est qu'est-ce qui m'importe, pour lesquelles je ne dérogerai pas. C'est ça. Voilà, ça, je pense que ça fait partie des fondations du bien-être personnel et professionnel. Bien sûr, parce qu'on parlait énergie, tu vois, au début, et donc si tu rognes tout le temps sur finalement ce qui est important pour toi, mais ton énergie, elle remontera pas, et donc
moins tu te ressources en énergie, et ben plus c'est difficile après d'aller puiser. Enfin, tu puises toujours dans les ressources, mais à un moment donné la réserve elle s'épuise aussi. Donc c'est tout est lié pour moi sur comment fonctionne notre énergie, et c'est souvent les femmes hypersensibles ce qu'elles vont trouver difficile, c'est retrouver de l'énergie au quotidien, parce que souvent on puise et puis on s'épuise quoi. Super. Donc Marie, donc tu te proposes d'accompagner justement les personnes hypersensibles dans le monde du travail, qu'elles soient salariées ou qu'elles soient managers, et de les accompagner à apprendre d'elles-mêmes en fait, à apprendre leur rythme, leurs limites, leurs valeurs, apprendre à communiquer, apprendre et comprendre ce que je suis, qui je suis, comment je fonctionne, pour pouvoir me projeter sereinement et sainement. C'est un impact évidemment dans le monde professionnel et personnel, Tout à fait. parce que par voie de conséquence, si on s'aligne dans le monde professionnel, il y a de grandes chances qu'on soit aligné dans son mode personnel. Exactement. Bon, eh ben écoute, si tu n'as rien d'autre à ajouter, Marie. C'était déjà assez dense, je pense. Alors, je te propose, pardon, avant qu'on se quitte, de nous préciser comment on peut te joindre, où est-ce qu'on te trouve, voilà. Alors moi, donc je rappelle mon nom, donc Marie Sadou. Pour l'instant, j'ai un compte Instagram, donc Marie _ donc le tiret du 8, Sadou, S-A-D-O-U. Voilà, pas encore de site web, mais ça ne saurait tarder. Et j'ai aussi un profil LinkedIn, enfin voilà. Ok, donc on peut te contacter par ces deux réseaux sociaux. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Gwenaëlle. Partager, l'accompagnement, ta vision aussi de l'hypersensibilité au sein du monde du travail que je trouve différente et justement très intéressante. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Et puis, j'ai envie de vous dire à très bientôt sur ce thème de la haute sensibilité qui est tellement intéressant et sur lequel on peut dire encore tellement de choses. Merci Marie. Merci à toi Gwenaëlle. À bientôt. Au revoir.